Donc, voici les éléments de réponse du concours de l'ENSA 2023. Et je commence par la partie physique, l'exercice 1. On vous demande de cocher la bonne proposition parmi les 4. C'est la question 21. La fréquence d'une onde lumineuse monochromatique ne dépend pas du milieu de propagation. Les ondes lumineuses ont besoin d'un milieu matériel pour se propager. Les ondes sonores se propagent plus vite dans l'air que dans l'eau, ou la longueur d'onde des ondes lumineuses est plus courte dans l'air que dans le verre. Ça y est, il y a une seule réponse parmi ces 4. Voyons voir grand A. La fréquence d'une onde lumineuse monochromatique ne dépend pas du milieu de propagation. C'est la bonne réponse, parce que la fréquence nue d'une onde lumineuse reste toujours constante quel que soit le milieu. Pourquoi? Parce que la source est la même. Si une lumière provient d'une étoile, quel que soit le milieu de propagation, qu'il s'agisse de l'air, de l'eau ou du verre, la fréquence nue ne change pas. Parce que la fréquence nue, elle provient de la lumière de la même étoile. Donc, la fréquence d'une onde lumineuse nue reste toujours constante, quel que soit le milieu. C'est A. Justifions pourquoi B, C et D, elles sont fausses. Les ondes lumineuses ont besoin d'un milieu matériel pour se propager. Non, c'est faux. Parce que les rayons solaires, les rayons d'une étoile, proviennent et arrivent à la Terre en traversant le vide et les milieux matériels. Donc, elles se propagent même dans le vide. Donc, B est fausse. Voyons ce qu'il en est pour C. Les ondes sonores se propagent plus vite dans l'air que dans l'eau. Non. La vitesse d'une onde sonore est plus grande dans un milieu matériel plus dense. L'eau est plus dense que l'air. Donc, la vitesse dans l'eau d'une onde sonore est plus grande que la vitesse dans l'air. C'est à peu près 1500 mètres par seconde. Alors, dans l'air, c'est 320, 340 mètres par seconde. Ça dépend de la température de l'atmosphère. Donc, C est fausse. D, elle est fausse. Elle aussi. Donc, la longueur d'onde des ondes lumineuses est plus courte dans l'air que dans le verre. Pour répondre à cette question, il faut écrire que lambda 0, c'est la longueur d'onde dans l'air ou dans le vide. Lambda 0 égale C de la lumière sur nu, la fréquence. Lambda dans un milieu, c'est V de la lumière sur nu. Nu, c'est la même dans les deux relations. Or, V est plus petite que C. C, c'est la vitesse la plus grande. Donc, cette proposition, elle est fausse. Ça y est? Toujours la physique du concours 2023 l'ENSA. L'exercice 2. Il s'agit bien sûr du phénomène de diffraction d'une onde lumineuse. Alors voilà l'énoncé de façon un petit peu express. Pour déterminer le diamètre d'un cheveu, on choisit d'utiliser le phénomène de diffraction des ondes lumineuses. On dispose alors le cheveu parallèlement au plan d'un écran d'observation distant de 1 mètre. Donc, vous écrivez grand D ou bien grand L égale 1 mètre. C'est la distance qui sépare la fente et l'écran de projection. On l'éclaire avec un faisceau laser de longueur d'onde. Vous notez lambda égale 650 nanomètres. Vous pouvez le convertir tout de suite en mètres. C'est 650 fois 10 moins 9. Grâce à ce montage, on a pu mesurer et représenter la position, les positions XN, des intensités, les zéros ou bien les intensités tout simplement lumineuses de la figure de diffraction observée sur l'écran, en fonction de leur ordre N, compté par rapport au centre de la frange centrale. Donc, vous avez déjà fait l'expérience ou bien l'expliquer en classe. La figure de diffraction contient une origine O et des anneaux ayant le même centre dont l'intensité diminue en s'éloignant du centre. On s'intéresse à la frange centrale, c'est-à-dire la plus proche du centre. Donc, celle du centre, on lui donne l'ordre K égale à 0, ou bien N égale à 0. La suivante, N égale à 1,
n égale à 2. Donc, ça, c'est le numéro des franges. La centrale, n égale à 0. La suivante, n égale à 1. Celle de la gauche, n égale moins 1. Parce que la figure de fraction, les anneaux s'étalent à droite et à gauche, de part et d'autre du centre. Donc voilà, c'est ça l'ordre n. C'est 0, 1, etc. Ensuite, le sens négatif. Parce que les anneaux sont des cercles ayant un diamètre un petit peu épais. Et la tâche qui est plus intense, elle est au centre. Elle s'appelle la frange centrale. Son ordre, c'est 0. N égale 0 ou bien K égale à 0. Ça y est, voilà la question. En exploitant cette courbe qui nous donne les positions x en centimètres de chaque anneau, de chaque frange, en fonction de leur ordre. La frange centrale, son ordre c'est n égale à 0. Voici sa position. Regardez ce point. Ce point, c'est un point grand M, mathématiquement parlant, qui n'a pas de x, mais il a un y. Il a une ordonnée, c'est moins 1,5. Regardez, c'est la moitié de moins 1. Donc ce point, c'est la position de la frange centrale ayant comme ordre n égale à 0. Ça, c'est 0. Donc n égale à 0. Donc le seul point, c'est le seul point qui n'a pas de x, qui n'a pas de n, qui n'a pas d'ordre. Il a un ordre nul. Regardez ce y, c'est moins 1,5 cm. C'est ça le piège. Donc, moins 1 cm, et là c'est plus 1,5, moins 1,5 plus 1,5 cm. C'est ça la largeur de la frange centrale. Donc cette figure, la partie la plus importante qui nous intéresse nous, c'est cet encadrement de haut. C'est moins 1,5, voilà, c'est moins 0,5 cm plus 0,5 cm. C'est ça, grand L, c'est la largeur de la frange centrale. Ça y est. Et voilà comment il faut répondre. On sait que θ égale lambda sur A, ça c'est le cours. Ça c'est une relation empirique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas démontrer en maths, mais elle est vérifiée par les mesures en laboratoire, c'est-à-dire de façon expérimentale. θ, c'est cet angle. C'est un cône lumineux dont l'angle au sommet c'est 2θ. La moitié c'est θ. θ, c'est ce qui nous intéresse. Ça c'est le cours. Vous avez déjà traité ça en classe. θ, c'est lambda sur A, c'est l'angle. Ça, d'une part. Ensuite, regardez ce triangle. Ça, c'est la frange centrale. Voici sa largeur. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça, c'est moins 1,5 cm. Et là, c'est plus 1,5 cm. C'est ça, L, ou bien grand D, la largeur de la frange centrale. Prenez ce triangle, vous cherchez tangente. Donc, tangente de θ, c'est ce côté, c'est-à-dire L sur 2 sur ça. C'est grand D, c'est le 1 mètre tout à l'heure. Donc, tangente, c'est L sur 2 sur D. C'est à peu, puisque les angles sont petits toujours en optique, tangente θ, c'est θ en radian. Donc, θ, c'est à peu près L sur 2D. Donc, prenez cette relation qui est empirique, et celle-là qui est mathématique, vous mettez ça égal à ça. Et vous tirez A. A, c'est l'épaisseur du cheveu. C'est l'épaisseur d'une fente. Si vous n'avez pas un cheveu, vous faites une fente par une lame de rasoir, par exemple, de l'ordre de 1 mm au 0,5 mm. C'est très petit. Vous voyez, c'est le cours. Ça, elle est dans le cours. Et celle-là, vous pouvez la retrouver. Voilà, un petit schéma. Faites l'égalité et vous tirez A. Ça, c'est la distance entre l'écran et le cheveu, la longueur d'onde de la lampe, du laser. Et L, c'est la largeur de la frange centrale. C'est 1,5 moins 1,5. C'est 1 cm. Et que vous convertissez, voilà, regardez, je l'ai fait là, en mètres. 1,5 moins 1,5, c'est ça, la largeur de la frange centrale. Attention, convertissez en mètres. Et voilà, vous remplacez dans cette relation-là 2 fois D fois lambda sur L. Vous trouvez le résultat en mètres. Je convertis en micromètres, je trouve à peu près 130. C'est la plus proche de D. Vous cochez D. Et voilà l'exercice 3. Il traite un peu d'électricité. Et plus précisément,
le circuit RC. Il s'agit d'un circuit RC alimenté par un générateur de force électromotrice grand E constante. Voilà, E et un dipôle RC. Ça y est, on veut donner R, c'est 1 kΩ qu'il faut convertir tout de suite en ohm. La capacité du condensateur, 0,1 microfarad, qu'il faut convertir tout de suite en farad. Vous multipliez par 10 puissance moins 6. Et voilà la question. On ferme le circuit. Le condensateur, au début, il n'est pas chargé. En basculant K en 1, il commence à se charger. Le condensateur commence à accumuler les charges sur ses armatures. Ça y est. Et on vous demande, dans la question Q23, quelle est la proposition parmi les 4 proposées, celle qui est fausse, qui est inadéquate, qui ne va pas. Ça y est. J'ai la première. On peut considérer que la charge du condensateur est complètement terminée à t égale 0,2 millisecondes. Est-ce que ça c'est juste ou c'est faux? Donc pour répondre, c'est très facile. Qu'est-ce qu'il faut calculer? D'abord, il faut calculer la constante du temps de ce circuit, c'est-à-dire taux égale RC. Voilà, regarde ici, voilà mon circuit, je l'ai reproduit ici. Voilà le R converti dans le système international, la même chose C converti dans le système international. Je calcule taux. Taux, c'est la charge, c'est la constante du temps de ce circuit. Elle me donne une idée sur la capacité du générateur. Est-ce qu'il est à peu près chargé ou pas encore? Donc, taux égale RC égale 10 moins 4 secondes. Donc, lorsque ce temps passe, c'est-à-dire il y a 63% à peu près de la charge. C'est-à-dire, lorsque 10 moins 4 secondes passent, le condensateur, il s'approche de compléter sa charge. C'est ça la signification de temps. Donc, on nous donne t égale 0,2 millisecondes que je convertis en secondes et je compare avec taux. Donc, le 0,2 millisecondes, c'est 2 fois taux. Ça veut dire, oui, il est complètement... Donc, on peut considérer que la charge du condensateur est complètement terminée. Parce que ce 0,2 millisecondes, c'est le double de la constante du temps taux. Donc, la proposition A, elle est juste. Ça y est, et je continue. Regardez. B. On peut visualiser l'allure de la variation temporelle de la tension UC, au bord du condensateur bien sûr, en branchant la voie 1 de l'oscillo entre le condensateur et la résistance, c'est-à-dire là, entre la résistance, et la masse entre le condensateur et le générateur, c'est-à-dire la masse entre le condensateur et le générateur. Voilà le générateur et voilà le condensateur. C'est faux. Si je veux visualiser la tension au borne de UC, je dois brancher la voie 1 là et l'autre câble ici, c'est entre le condensateur là et le générateur. Ça y est. Donc, si je veux visualiser la tension, il faut brancher là et là. Pas là et là. Ça y est. Donc, c'est cette proposition B qui est fausse. Vérifions C. L'équation qui régit la tension au bord de la résistance ohmique pendant la charge est-ce que cette équation est juste? Comment il faut vérifier que c'est juste ou pas? Regardez, j'écris là l'équation, c'est-à-dire la loi d'additivité de tension. C'est-à-dire la tension du générateur, c'est la tension du reste. C'est UR plus UC. Vous avez déjà fait ça en classe. Je rappelle que UC, c'est Q sur C. Je rappelle que I, c'est D de Q sur DT. Ça y est, ce sont des définitions qu'il faut connaître dans le cours. Si je prends cette équation et je la dérivée d'une constante qui est E, elle est nulle. Donc la dérivée de E, c'est la dérivée du UR. Là, voilà, plus la dérivée de UC. Or, UC, c'est Q sur C.
Dériver UC, c'est dériver le rapport Q sur C. Or, 1 sur C, elle est constante. Donc, je dérive Q sur dt. Or, la dérivée de Q sur dt, ce n'est autre que le I, le courant, voilà. I égale d de Q sur dt. Ça veut dire c'est I sur C. Or, je sais d'après la loi d'Ohm que UR égale RI. Donc, I égale UR sur R. Donc, je remplace I par UR sur R. Là, voilà. UR sur RC. Et voilà, cette équation, elle est juste. Donc, la proposition C, elle est aussi juste. Ça y est, c'est comme ça qu'il faut vérifier. Je passe maintenant à la proposition D. Qu'est-ce qu'on nous demande? Lorsqu'on ouvre l'interrupteur à T égale 5 secondes, l'intensité du courant de le circuit est nulle. C'est bien. Quand est-ce que l'intensité du courant s'annule pendant la charge? Lorsque le condensateur est complètement chargé, lorsqu'il atteint la fin de sa charge, les électrons ne circulent plus dans le circuit. Ça veut dire que le courant est nul. Donc, à la fin de la charge, le courant est nul. Or, à 5 secondes, lorsque t égale 5 secondes passe, est-ce que l'intensité du courant est nulle? Ça veut dire, est-ce que le condensateur s'est complètement chargé? Oui, il se charge à t égale 2 temps, c'est-à-dire 2 10 moins 4 secondes. Or, ici, t égale 5 secondes. Certainement, le courant est nul, elle est aussi juste. Donc, la seule qui est fausse, c'est la B. Ça y est. L'exercice 4, toujours du concours 2023, il va traiter un peu de magnétisme. Il s'agit du champ magnétique créé par une bobine longue ou bien un solénoïde. Et voilà, on considère une bobine longue de longueur L, 0,4 mètres, contenant ou bien constituée de 200 spires jointives et traversée par un courant d'intensité égale 2 ampères. Donc, la longueur de la bobine, c'est de 0,4 mètres. Ce n'est pas la longueur de son fil. Toute la bobine, avec 6 spires jointives, sa longueur, comme un ressort, sa longueur est L égale 0,40. Le courant qui traverse la bobine, c'est 2 ampères. On vous demande la valeur du champ magnétique créé au centre de la bobine. Voilà, ça, c'est du cours. Voilà comment il faut faire. Regardez ici. Voilà la bobine. Voici sa longueur L. La voilà, regardez là, sa longueur. Le nombre de spires, l'intensité du courant qui traverse les spires, la perméabilité magnétique du vide. Mu0, il faut la prendre par cœur. Mu0, 4pi10-7 dans le système international. Donc, vous connaissez, vous avez déjà traité ça en 6e. B magnétique en un point M à l'intérieur du solénoïde de la bobine longue, c'est mu0, le nombre de spires, c'est la longueur fois I. Ça, c'est par cœur. Et vous allez le démontrer dans l'enseignement supérieur avec les intégrales, etc. Et voilà, c'est 4pi 10-7 fois N, c'est 200, nombre de spires. La longueur de la spire en mètres, voilà, fois 2. C'est le courant. Ce n'est pas au carré, ça, c'est fois 2. Et je trouve 4pi10-4 Tesla. Je convertis en millitesla, c'est 1,3 millitesla. Donc, vous cochez D, c'est la bonne réponse. Voilà ce qu'il faut mettre en tête. Si vous avez une bobine longue, le champ magnétique à l'intérieur, c'est toujours mu0, grand N, le nombre de spires. Sur L, la longueur de la bobine. Ce n'est pas l'inductance L en Henry. C'est une longueur en mètres. Il faut le courant grand I en ampères. Et le B est toujours en Tesla dans le système international que je convertis en millitesla pour pouvoir répondre. Voilà, on est arrivé à l'exercice 5. Et un peu d'électricité. On cherche à déterminer l'inductance L d'une bobine de résistance négligeable, ça veut dire petit r égale à 0.
Pour ce faire, on utilise le montage représenté dans la figure ci-contre. Voilà. Comprenons cette bobine que l'on va étudier, un conducteur ohmique de résistance R égale 1,5 kΩ, qu'il faut tout de suite convertir en ohm. Vous multipliez par 1000, ça y est. Un GBF, c'est un générateur de basse fréquence, qui délivre une tension triangulaire de période grand T. Et à l'intérieur du cas, un oscillo permet de visualiser les deux tensions, U au bord de la bobine en fonction du temps, et URT au bord de la résistance. Tout simplement, regardez, voilà un montage. L'alimentation, elle est alternative, elle est triangulaire, GBF. Voilà le conducteur ohmique, voilà la masse des deux voies. La voie Y1 visualise UR au bord de R, et la voie Y2. Et la voie Y1 visualise la tension au bord de la bobine, tout simplement. Voilà, tout ce blabla signifie ceci. Tension UR, tension UL, elles sont opposées. Regardez, elles sont opposées. Vous voyez? Question. Quelle est la relation qui lie UB au bord de la bobine et UR au bord de R? C'est-à-dire, quelle est la relation, l'équation qui lie entre UB et UR? Ça y est. L'une de ces quatre. Ça y est. Bien sûr, regardez le schéma, il est important. Le signal triangulaire, c'est la tension au bord de R, c'est celle-là. Ça y est. Le signal carré, il est en gras. Voilà, regardez là, 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 là. Ça s'appelle des échelons de tension, ou bien on dit un signal carré. Regardez, lorsque la tension monte, elle est positive, l'autre elle est négative. Parce que regardez, la masse elle est au milieu. L'une est comptée positivement, alors l'autre est comptée négativement, parce qu'elles n'ont pas le même sens. Donc ces deux tensions n'ont pas le même signe. L'une est positive, alors que l'autre est négative. Voilà, lorsque l'une est croissante, l'autre est décroissante. Regardez, lorsque celle-là décroît, l'autre elle est positive. Ça y est, ça c'est l'écran de l'oscillo. Donc il y a deux tensions ici. Donc la voie Y2, celle-là, ce numéro-là, au bord de R, visualise la tension triangulaire. L'autre voie, au bord de la bobine, visualise la tension dite carrée. Ça y est, celle-là, c'est la tension au bord de la bobine. La triangulaire, ou bien en dents de scie, c'est la tension au bord de R. Et on va chercher la relation qui lie ces deux tensions. Ça y est, voilà. La bobine, conducteur ohmique, que j'ai converti tout de suite en ohm. Attention, toujours travailler dans le système international. Dans le cours, je dois me référer toujours au cours. UB au bord de la bobine, c'est LDI sur DT plus petit RI. Or, on nous a dit pas de résistance. Donc, RI est nul. Donc, je me suffis de cette quantité. Pour le conducteur ohmique, UR égale moins RI. Parce que si vous suivez le courant dans le schéma, le sens du courant et le sens de la tension sont les mêmes. Donc, si vous avez le courant électrique et la tension ayant le même sens au bord d'un conducteur ohmique, la tension est négative. Voilà pourquoi le moins. Donc, lorsque vous avez l'orientation de la tension et le sens du courant sont les mêmes, la tension elle est négative, c'est moins RI. Donc, ces deux relations me donnent ceci. UB égale R dérivé de I par rapport au temps. Je tire I de cette relation, c'est moins UR sur R et je la dérive. Et voilà, j'obtiens cette relation. C'est immédiat. Ça, c'est le cours. Ça, c'est le cours. Attention à ce moins. Parce que les deux tensions sont négatives. Si l'une est positive, c'est celle-là, alors l'autre est négative. Sans penser à le I et la tension ont le même sens. Celle-là, vous avez mis plus. Alors l'autre, c'est moins. Et voilà la relation. Donc il faut cocher C. Voilà un petit schéma. UB, UR, voilà la masse. L'une est positive, l'autre est négative. Si le courant circule de haut vers le bas,
Alors, au borne de R, voilà le I, il a le même sens que la tension. Si vous avez une résistance, le sens du courant et le sens de la tension sont les mêmes, alors UR est négative. C'est en électricité, c'est algébrique. Et voilà, on nous a donné les calibres. Ça, c'est la sensibilité verticale qui me permet de calculer la tension. Et celle-là, c'est la sensibilité horizontale qui me permet de calculer la période. Voilà, j'ai pris un petit échantillon du schéma. Voilà le schéma triangulaire, la tension triangulaire au borne de R. Regardez, je vais prendre la moitié. Pourquoi? Pour pouvoir l'exploiter. Je ne peux pas exploiter tout le triangle. Je prends la moitié, j'ai presque une fonction, une grandeur linéaire. Donc, voilà delta T et voilà la tension. Donc, cette hauteur, c'est 12 volts. J'utilise ce calibre. Ça y est, je trouve 6, je multiplie par 2, je trouve 12. Pour le temps, la même chose. Utilisez la sensibilité horizontale. Faites attention, c'est millisecondes que je vais convertir tout à l'heure en secondes. Ça y est. Pourquoi je fais ça? Parce que dans cette relation, ce qui me dérange, c'est cette dérivée. La dérivée de qui? De UR. Or, UR, c'est cette courbe. C'est comme si j'avais une fonction linéaire. Voilà. Donc, c'est la pente. C'est le coefficient directeur. Quel est le coefficient directeur de ce segment? Quel est le coefficient directeur de cette portion rectiligne? C'est delta Y sur delta X. C'est delta Y sur delta X. C'est ça sur ça. Attention qu'il faut convertir en secondes. C'est ce que j'ai fait là. Donc, voilà la pente. C'est 3, 10, puissance 4 volts par seconde. Ça y est? Et c'est quoi delta T? C'est la période sur 2. Parce que la période, c'est la base du triangle. Je prends la moitié, c'est ce qui m'intéresse. Donc c'est T sur 2. C'est 0,4, c'est ça delta T. Donc je remplace et je trouve la pente. C'est cette parenthèse, c'est celle-là. Et je remplace. UB, c'est moins 2. Toujours dans cet intervalle de temps, vous avez moins 2. Le segment horizontal, il est en bas. C'est moins 2, ce moins. Voilà le L qui m'intéresse. Voilà R en ohm. Et voilà le pente dans le système international. C'est 3 10 puissance 4. Et je tire la bobine, je tire l'inductance de la bobine. L, c'est 0,1 Henry. Ça y est, faites ce petit schéma. Faites attention aux unités. Il faut cocher donc C. Toujours en physique, l'exercice 6. On va étudier un circuit RLC en régime alternatif. Donc, on considère un circuit RLC série alimenté en générateur basse fréquence, délivrant une tension alternative sinusoïdale, les valeurs RLC étant inconnues. On maintient constante la tension efficace U au borne du GBF. Donc, la tension efficace délivrée par le générateur, c'est 5 volts. Elle est constante durant toute l'expérience. Ça y est. Qu'est-ce qu'on fait? On fait varier la fréquence du GBF sans toucher la tension maximale. Donc, je peux changer la fréquence d'un générateur sans changer la tension efficace à ces bornes. Voilà. Donc, j'ai la gamme de variation de F, c'est de 800 à 1200 Hz. Voilà. Et on relève la valeur efficace de l'intensité. Donc, le X, c'est la fréquence. Le Y, c'est le I mesuré par l'ampèremètre en série dans le circuit. Ça, c'est une expérience au laboratoire. Donc, voilà X, c'est la fréquence F du générateur. Et voilà le I mesuré par l'ampèremètre. C'est l'intensité efficace. On veut donc la courbe, elle est en cloche. Ça y est, question. Q27. En exploitant cette courbe, on trouve que la valeur de R est proche. Donc, on veut demander, chercher la valeur de R en utilisant ce graphique, cette courbe. Ça y est. Ensuite, le facteur de qualité de ce circuit. Ensuite, la valeur de l'inductance de la bobine. 3 questions
à partir du graphe. Ça y est? Donc, on a un circuit RLC série. Le générateur donne une tension sinusoïdale de tension efficace 5 volts. On fait varier la fréquence dans un domaine de 800 à 1200 Hz. Et à chaque fois que je change la fréquence, je lis sur l'écran de l'ampéromètre l'intensité I, efficace. Et je trouve cette courbe. Ça y est? Et on va répondre à la première question. On va chercher R, le facteur de qualité Q et l'inductance de la bobine grand L. Ça y est? Et voilà. Exercice 6. Voilà la tension, efficace G, alternative, le domaine de la fréquence. Et on a tracé I en fonction de la fréquence. En fonction de la fréquence. Ça y est? Donc, cette courbe présente un point très important. C'est le sommet. Donc, à la résonance, l'impédance Z coïncide avec la résistance de tout le circuit. Ça, c'est le cours. À la résonance, c'est-à-dire le sommet de la courbe. Le sommet de la courbe en cloche donnée, il représente la résonance. Donc, en ce point, ou au moins dans son voisinage, l'impédance, elle est égale à la résistance de tout le circuit. Donc, Z égale à R. Et en même temps, l'intensité efficace, elle est maximale et elle vaut I0, c'est-à-dire du sommet de cette courbe, qui est 5 mA d'après le graphe. Donc, si vous regardez le graphe, vous allez trouver que I0, la valeur maximale de la plus grande valeur de la valeur efficace. C'est I0, ce n'est pas Imax, non. C'est la plus grande valeur efficace, c'est I0. Ce n'est pas Imax, c'est 5 mA. Ça y est, puisque Z égale R. Alors, d'après la loi d'Ohm, je sais que grand U efficace égale R fois I efficace à la résonance. Et je tire R. C'est 5 sur cette valeur en ampères. 5, 10 moins 3 pour convertir en ampères. Hein? Et je trouve 1000 ohms, c'est-à-dire 1 kilo-ohm. Ça, c'est B. Je passe à la question Q28. On me demande le facteur de qualité de ce circuit, de ce dipôle. C'est-à-dire, est-ce qu'on a obtenu une bonne résonance, moyenne ou ridicule, faible? Je sais d'après le cours que le facteur de qualité d'un circuit RLC, c'est la fréquence centrale à la résonance sur delta F, c'est-à-dire la largeur de la bande de fréquence. Voilà, je l'ai schématisé là, voilà. Voilà le sommet, voilà le point le plus important, c'est là où il y a résonance. C'est là où le courant atteint sa plus grande valeur, c'est I0. C'est en ce point, au voisinage de ce point, c'est à l'instant où l'on a ça que l'impédance Z égale à R. Et voilà, je trouve I0. Je la divise par racine de 2, ça c'est le cours. Je place sur l'axe et je dois déterminer les coordonnées de ce point et de ce point. Pourquoi? Pour chercher la fréquence F1 et F2 qui figurent dans le cours. Donc voilà l'utilité de cette courbe. Donc cherchons I0, c'est 5, 10 moins 3, divisons par racine de 2, vous trouvez une valeur, vous la placez là. Vous utilisez la règle ou bien l'équerre. Vous trouvez ce point, vous projetez, c'est F1. Deuxième point, vous projetez, c'est F2. Et vous faites F2 moins F1. C'est cette largeur. Voilà le I0. Voilà I0, c'est racine de 2. C'est 3,54 mA que je vais convertir en ampères. Donc, remarquez une chose. Q augmente lorsque delta F diminue. C'est-à-dire, plus cette zone est petite, elle est étroite, plus on a une bonne résonance. Plus ce sommet est pointu, plus il tire vers le haut, alors on a une bonne résonance. Plus cette bande est étroite, on a un facteur K très grand. Voilà.
Ça te fait sûrement. Donc, on dit que l'on a une résonance aiguë. Ça, c'est très important. Tout ceci, ça, c'est le cours. Ça, c'est le cours. Voilà F0, c'est du sommeil. 1000 Hz. F1 par projection, à peu près. C'est 930 Hz. 930, 931, 32. F2, la même chose, c'est 1080. Et voilà Q, c'est 1000, c'est-à-dire F0, sur la différence entre ces deux fréquences, 150. Et vous trouvez à peu près 6,66, c'est à peu près 7. Il n'a pas d'unité, puisque j'ai Hertz sur Hertz, simplifie. Donc, 7. Ça va, c'est une bonne résonance. Et je passe à la dernière question de l'exercice 6, c'est la question 29. Il nous reste à déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine, toujours d'après le cours. Je sais que Q, le facteur de qualité que je viens de calculer, est égal à L, oméga 0 sur R. Oméga 0, c'est la pulsation à la résonance, c'est-à-dire c'est de pi fois F0, la fréquence de la résonance. Ça, c'est le cours, hein? Je n'invente rien. Et je tire mon L de façon aisée. Donc, L égale RQ sur 2pi F0. J'ai toutes les données numériques. 1000 fois 7, 1000 fois 7, 2pi, c'est 3,14, c'est 6,28, fois ceci, c'est 1,1 Henri. Donc, il faut cocher D. Attention, il faut mettre en tête les formules les plus importantes. Et voilà. On va traiter maintenant l'exercice 7. Il s'agit de l'étude d'un spectrographe de masse. C'est-à-dire, on dispose d'une chambre d'ionisation où il y a des ions, là, quelque part, que l'on va accélérer à l'aide d'un champ électrique. Ensuite, les ions plongent dans une région où règne un champ magnétique B uniforme. C'est ça, un spectrographe de masse. On part d'ions, en général, bien sûr, ils sont chargés, cations ou bien anions. On les accélère, ensuite, on les fait dévier dans un champ magnétique. Pourquoi? Pour pouvoir les séparer, surtout pour les isotopes. C'est l'isotopie. Ça y est, c'est un appareil très important. Ça y est, donc je vous l'ai énoncé. Un ion de charge Q, donc il faut des ions, il faut des charges portant une charge électrique. Il faut des entités portant une charge électrique, qu'elle soit négative ou positive. Donc, un ion chargé positif, c'est-à-dire un cation, et de poids, comme d'habitude, on néglige la masse de l'ion, initialement immobile, est accéléré à l'entrée d'une plaque métallique P1, là. Donc la chambre d'ionisation, elle est quelque part ici, elle n'est pas dessinée. J'enlève la contrainte dans la chambre d'ionisation. Que fait l'ion? Il saute là. Il sort sans vitesse initiale. Donc, j'enlève la contrainte qui est là. Que fait le ion? Il part sans vitesse initiale. Au voisinage de P1, il n'a aucune vitesse. Ça y est? Donc, en arrivant en P1, il trouve un champ électrique ici, entre P1 et P2. Donc, une tension électrique. Donc, il sera accéléré. Donc, il va suivre une trajectoire rectiligne pour arriver avec une vitesse au voisinage de la plaque P2. C'est ça l'accélération. Ensuite, il va entrer dans une région où existe un champ magnétique qui va le faire dévier. Et là, il y a un capteur qui va séparer chaque isotope, chaque ion, selon sa masse. Voilà pourquoi on l'a appelé un spectrographe de masse. Ça y est, c'est grâce à la différence des masses des ions que l'on peut les séparer. Et le charge même. Voilà. Et je passe, voilà. Initialement immobile accéléré à l'entrée d'une plaque P1 portant un potentiel électrique U1. Donc là, il y a un potentiel U1 ou bien V1 pour atteindre une autre plaque métallique P2, c'est celle-là, portant le potentiel électrique U2 ou bien V2. V1, V2,
U1, U2. On vous a donné U1, U2 pour ne pas les confondre avec les vitesses. Voilà. Donc, un ion qui part sans vitesse initiale de P1, il sera accéléré, il va atteindre P2. Et voilà la question. À l'entrée de P2, quelle est la vitesse de la particule au voisinage de P2? Il faut choisir la bonne réponse parmi les 4 propositions. Si vous avez compris le principe de la méthode, ça y est, c'est très important. On va appliquer, bien sûr, le théorème de l'énergie cinétique. Voilà un ion positif, Q supérieur à 0, AT égale 0, il n'y a pas de vitesse, et on veut V2 au voisinage de la plaque P2 porté à potentiel U2. Ça y est? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser au théorème de l'énergie cinétique. EC2 au voisinage de la plaque P2 moins EC1 au voisinage de la plaque P1 égale au travail de toutes les forces. Quelles sont les forces qui agissent sur l'ion? On a négligé le poids, c'est déjà donné dans l'énoncé. Donc seul reste la force électrique. Le travail de la force électrique, vous l'avez déjà étudié en classe, surtout en 6e, c'est Q, la charge Q en général. Ne pensez pas au signe, vous notez Q comme ça, en général, Q, vous ouvrez la parenthèse et vous écrivez le premier potentiel moins le second, toujours. Donc, Q, sans penser à son signe. Le premier potentiel moins le deuxième potentiel. Ça, c'est déjà vu. Donc, c'est 1 demi mv carré au voisinage de la plaque P2 moins, il n'y a pas d'énergie cinétique au voisinage de la plaque P1 parce qu'il va partir sans vitesse initiale. Ça y est, il y a ceci. Et je tire ma vitesse V. Ça y est. Et voilà, c'est la seule proposition qui est juste parmi les 4 choix. Donc, il faut cocher A. Attention, si je veux faire les calculs, je remplace Q par sa charge, plus ou moins. Ensuite, U1 moins U2. Donc, U1 moins U2, d'après vous, est-ce que cet écart est positif ou négatif? U1 moins U2. L'ion, il est positif. Qui va donc l'attirer? L'autre plaque, elle est négative. Donc, cette différence, elle est positive. Voilà. Q, elle est positive. Donc, la racine, elle existe. Elle a un sens. Et voilà. Je passe à la question Q31. Donc, il s'agit, voilà, là, à la sortie de la plaque P2, donc ça y est, l'ion, il va quitter la région où il y a le champ électrique. Il va plonger dans un autre univers où l'attend là-bas un champ magnétique. Donc, à la sortie de la plaque P2, l'ion rentre dans une zone où règne un champ magnétique B. C'est ce que je viens de vous dire. Uniforme, bien sûr. Donc, quelle est l'expression du rayon de Courbet? Donc, je rappelle d'abord que chaque fois qu'une charge électrique entre dans une région où règne un champ magnétique P, sa trajectoire est circulaire uniforme. Ça, c'est le cours. Donc, toute charge électrique qui plonge dans une région où règne un champ magnétique B va avoir une trajectoire circulaire de rayon R constant. Ça, c'est le cours. Et on vous demande quel est le rayon de cette trajectoire, voilà, qui est bien sûr circulaire, un arc de cercle. Est-ce que c'est A ou B ou C ou D que l'on va vérifier par les calculs? Voilà. Dans la zone où règne B, quelle est la force qui commande ici? Tout à l'heure, c'était la force électrique. F égale QE. Son travail, c'est Q, le premier potentiel ou le second potentiel. Ici, c'est la force de Lorentz. F magnétique, c'est QV vectoriel B. Voilà, lorsqu'il pénètre là, ça c'est la plaque P2. Une fois l'ion pénètre dans la région où il y a B, il va suivre une trajectoire circulaire du centre C. Et voilà la vitesse de la particule. Voilà, c'est un cercle de rayon, voilà, cette partie, ou bien celle-là, ou bien celle-là. Comment il faut procéder? Vous écrivez la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire la somme des forces égale m fois l'accélération.
Ça y est, je projette sur, chaque fois que vous avez une trajectoire curviligne, pensez au repère de Ferrini. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le vecteur normal. Ça y est. Donc j'écris la force, sa norme, c'est QVB égale MAN. Ici, quoi AN dans le repère de Ferrini? C'est V carré sur R. Vous allez me dire, mais pourquoi vous écrivez AN? Parce que si j'ai une trajectoire curviligne, en général circulaire, vous pensez à projeter sur le vecteur normal. C'est là où se trouve l'accélération normale. Ici, il n'y a pas d'accélération tangentielle puisque la vitesse elle est constante. Dans le cours, vous avez le mouvement d'une particule dans un champ magnétique, c'est un mouvement uniforme. Ça veut dire la vitesse, elle est tangente, donc AT, l'accélération tangentielle, elle est nulle. Donc seul ici reste l'accélération normale, qui est V carré sur R. Donc si vous écrivez ça, ça y est, le problème résolu. Vous tirez le R. Voilà le R. Bien sûr, je simplifie parce que V, elle est constante, c'est un mouvement uniforme, ça c'est le cours, il faut le connaître. Et voilà mon rayon. Or, je sais que la vitesse a l'expression de tout à l'heure. Donc, dans cette expression, vous remplacez V par la quantité de tout à l'heure. Or, V égale ça, je remplace là et je trouve mon R. Voilà, c'est la formule qui est mentionnée dans la réponse C qu'il faut cocher, c'est la réponse adéquate. Et voilà. L'exercice 8, c'est la mécanique du point matériel. L'une des extrémités d'un ressort, le voilà, de raideur K, est fixée à un mur. Voilà. Et l'autre, elle est comprimée d'une longueur D. Point. On place alors une petite bille de masse M. C'est le système étudié. À l'extrémité libre, ici, à t égale à 0, on libère brusquement le ressort qui se détend. Il pousse la bille vers une piste sous forme d'une rampe verticale et circulaire. Voilà. C'est-à-dire, cette bille, elle va quitter le ressort et elle va monter sur ce rail, sur ce toboggan, sur cette route ou bien cette voie. Ça y est. Verticale ayant les circulaires. Donc AB, c'est un arc de cercle. C'est-à-dire, cette quantité, elles sont constantes, c'est le rayon. Ça, le rayon R. Et donc d'ouverture alpha, comme l'indique la figure. Ça y est. On suppose, bien sûr, que tous les déplacements de la bille se font sans frottement, en exercice de frottement, tout simplement. Ils se déroulent dans le repère du laboratoire, bien sûr, Gaïa. Donc, pas de frottement, on est dans un référentiel galiléen, et la bille va partir de là vers B. Question. Ça y est, c'est ça ce qu'il faut assimiler. Quelle doit être la valeur minimale de la raideur du ressort pour que la masse quitte la piste? Ça veut dire, quel est le ressort que l'on va choisir dans cette expérience de façon à ce que l'énergie que l'on va fournir soit la plus minimale possible. Donc, c'est K qui varie. Donc, c'est-à-dire on a plusieurs ressorts. Quel est celui qui convient à cette condition? Donc, quelle doit être la valeur minimale de la raideur du ressort pour que la masse quitte la piste? On veut que la bille quitte la piste, mais on veut économiser l'énergie, on veut donner le minimum. Voilà. Comment il faut répondre? Est-ce qu'on va choisir le ressort vérifiant A, B, C ou D? Voilà. Comment il faut faire? Voilà, j'ai reproduit le schéma là. R0, il est galilien. Pas de frottement. Je veux K minimal pour combler V. Donc, que signifie K minimal? C'est-à-dire, la vitesse, bien sûr, en B, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, la vitesse en P, c'est-à-dire VP, elle doit être, normalement, elle est supérieure ou à la limite nulle. Donc, pour satisfaire la condition minimale,
on va prendre la limite VB égale à 0. Et en appliquant, par exemple, la conservation de l'énergie mécanique. Pas de frottement. Donc, énergie mécanique, en chaque point, et à tout instant, est la même. Donc, l'énergie mécanique, là, au départ, c'est ça, c'est la cinétique, il ne bouge pas. C'est la cinétique plus la potentielle. Ça y est, égale l'énergie mécanique, là. C'est la cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie potentielle en B, c'est cette partie. C'est mgz. Or, Z, il faut projeter B là, là, regardez, et vous cherchez cette hauteur. C'est ça, Z. Voilà, c'est cette quantité. Ça y est, voilà. Et je tire. Donc, si je mets là 0, c'est K minimal. Normalement, c'est 1 demi de KD carré plus 1 demi de MV au carré. Donc, pour satisfaire cette condition, il faut écrire la 0 et vous tirez K, c'est la K minimale. Donc ici, un petit rappel, le travail du poids, c'est mg, z de départ, moins z d'arrivée, c'est-à-dire ZA, qui est nul, moins z de B, c'est-à-dire moins mg zb, moins, donc le zb c'est ça, la hauteur là, c'est R moins ça, et ça c'est R cos alpha, etc. Donc, delta EP égale moins le travail de P, et voilà, delta de P est égal à ceci. Un petit rappel hein, pour rafraîchir la mémoire. Et voilà le cas minimal que vous allez trouver en utilisant donc la conservation de l'énergie mécanique. Que signifie ça? C'est l'énergie mécanique au départ égale l'énergie mécanique au point B. L'énergie mécanique initiale, c'est la même qu'en B, c'est la même qu'en A, etc. Donc il faut cocher B. Et je passe à la question Q33. En B, j'ai la vitesse V0, et voilà la question. Il faut chercher D, c'est-à-dire cette distance. Donc je vous l'ai énoncé comme ça, vous suivez avec moi. Voilà. On suppose que la condition précédente est réalisée. On note V0, la norme de la vitesse avec laquelle il va partir, bien sûr. La particule quitte la piste, voilà, là. Donc V0, c'est en B. À quelle distance D de son point de décollage la masse touchera-t-elle le sol? Le sol. Ça y est? C'est-à-dire, donc la particule va partir là de B avec une vitesse V0. Elle va tomber sur le sol. Cherchez cette distance D. C'est ce que vous avez appelé en classe la portée. Ça y est? Voilà comment il faut procéder. On va dire ici. Je suis là. Voilà V0, c'est-à-dire en B. Voilà la vitesse V0. Voilà alpha. Je vais chercher ceci. Donc, pour pouvoir répondre à ces questions, il faut connaître l'équation horaire sur X, l'équation horaire sur Y. Donc, vous les apprenez ou bien vous appliquez la deuxième loi de Newton. Vous écrivez la somme des forces, c'est le poids, égale MA. Donc, mg égale MA. Vous projetez, vous trouvez G égale A. Donc, vous projetez sur X, il n'y a pas d'accélération. Le mouvement est rectiligne uniforme. Voilà son équation. Vous projetez sur Y, vous trouvez que l'équation est variée. Voilà son équation horaire. Ça, c'est dans le cours. Donc, puisque vous avez un concours et vous n'avez pas le temps, il vaut mieux les apprendre par cœur. Voilà l'équation horaire sur X, voilà celle sur Y. Vous éliminez le temps, vous tirez T de la première, vous l'injectez dans la deuxième et vous trouvez l'équation de la trajectoire. Ici, cette trajectoire qui va vous résoudre le problème. Ça y est, vous trouvez D égale XH égale ceci. C'est dans le cours. Donc, il faut cocher P. On va traiter l'exercice 9 qui s'intéresse à l'étude d'une onde sonore. Il s'agit d'un bateau qui utilise bien sûr un sonar pour scruter la profondeur de l'océan. Donc l'appareil envoie verticalement vers le fond une impulsion de durée 1 milliseconde et enregistre le temps
6 coulants entre l'instant de début de l'émission et la détection de l'impulsion réfléchie, c'est-à-dire aller, retour. On admet bien sûr que cette dernière doit parvenir au plus tôt 0,5 millisecondes après la fin. Donc je répète, on admettra que cette dernière doit parvenir au plus tôt 0,5 millisecondes après la fin de l'émission pour qu'elle soit clairement distinguée au signal émis. Donc, question. Donc, avec ces conditions et avec ces données, quelle profondeur minimale un tel dispositif peut-il mesurer? C'est-à-dire, cette onde sonore, elle va nous détecter quelle hauteur en dessous de l'eau, la profondeur. Est-ce que c'est ceci, mètre, B, C ou D? Bien sûr, on vous donne la vitesse de propagation du son dans l'eau. C'est 1500 mètres par seconde. Ça y est, ça c'est une donnée. Je fais un petit schéma. Le bateau, le fond, la vitesse de l'onde sonore, ça y est, le son dans l'eau. C'est la vitesse du son dans l'eau. Je rappelle que dans l'air, c'est à peu près 320 mètres par seconde. C'est plus faible. Donc, voilà delta T, c'est 0,5 millisecondes. Qu'est-ce que j'applique ici? Je sais que la vitesse égale la distance sur le temps. Pour les ondes, vous avez déjà vu dans le cours que V égale D sur delta T en général. Ici, D, c'est 2 fois H, parce que l'onde va aller, ensuite, elle va revenir. Donc, un D, c'est-à-dire une hauteur, et un autre D, c'est-à-dire une deuxième fois. Donc, c'est 2 fois H, aller, retour. Sur delta T, V égale 2A sur delta T, et je tire la H. H égale V delta T sur 2. Je connais delta T, c'est 0,5 millisecondes, ou plutôt. Les données en condition. Et ça y est, que je convertis bien sûr en secondes. Je multiplie par 10-3. Voilà les calculs. 1500 fois 0,5, 10-3, que je convertis sur 2. Égale ça. Il faut cocher donc C. L'exercice 10 s'intéresse à la partie nucléaire. Lors d'une scintigraphie cardiaque, on utilise une solution de chlorure de thallium 201, dont l'activité volumique avait égale ceci, 37 mégabecquerels par millilitre. Soulignez ça. Volumique, c'est-à-dire par volume. Cet examen nécessite l'injection par voie intraveineuse d'une solution d'activité à 0. Donc l'activité initiale de cette entité chimique, c'est 78 mégabecquerels. Chez un individu de 70 kg, on visualise les premières images du cœur. Donc, on fait l'injection à ce monsieur et on attend un petit peu que cette espèce chimique circule dans le cœur. Grâce à une caméra spécifique, quelques minutes seulement après l'injection. Donc, question, calculer le volume V qu'il faut injecter à cette personne de 70 kg. Ça y est. Et voilà. L'activité volumique, comme son nom l'indique, par définition, c'est ceci par millilitre. Ça y est, l'activité initiale, c'est celle-là. Elle est injectée par voie intraveineuse chez un patient de 70 kg. N'oubliez pas que T1,5, elle est donnée, 3 jours, la demi-vie. Je vais chercher le volume injecté à ce monsieur. Je sais que AV, c'est A0 sur V. À activité volumique, c'est-à-dire sur volume. Et je tire le volume demandé. C'est A0 sur AV. Voilà, mégabecquerel sur mégabecquerel. Ça simplifie, il nous reste seulement du volume. Donc, et je trouve 2,1 millilitres. Donc, il faut cocher A. Ça y est. La question Q36. On estime que les résultats de l'examen sont exploitables tant que l'activité du traceur est supérieure à 3 mégabecquerels. Au bout de combien de jours environ faudra-t-il opérer une nouvelle injection? Donc on nous donne une certaine limite et on vous demande quelle est la durée
Quelle est la durée possible dans ce cas? Voilà. Je cherche un temps, une durée, et j'ai l'activité. Donc, je pense à cette relation qui est dans le cours. C'est une loi de décroissance qui fait intervenir l'activité. Ça, c'est l'activité restante à l'instant t que je cherche. Ça, c'est l'activité initiale, il faut l'exponentielle. Je sais que lambda, c'est ln de 2 sur la demi-vie. La voilà, en jour. Fois t. Donc, je connais tout, donc il me faut t. Je fais intervenir ln, voilà, et je tire t. Voilà, t égale ceci. Je passe à l'application numérique. Tout de suite. Je trouve 14 jours. C'est la bonne réponse.